Je m'appelle Sophie, j'ai 39 ans et je suis avocate à Nice. Cette ville, avec son charme provençal et son dynamisme, m'a toujours attirée. Mon mari, Thomas, est ingénieur et a 41 ans. Nous avons 2 enfants adorables, Emma et Maxime, qui sont notre plus grande fierté. Tout semblait parfait, du moins en apparence. Thomas et moi nous sommes rencontrés à l'université il y a maintenant près de 15 ans. Lui, brillant scientifique, captivait l'auditoire avec ses conférences sur l'ingénierie spatiale. Moi, étudiante en droit, j'étais fascinée par son intelligence et son charisme. Nos débuts étaient idylliques, remplis de discussions passionnées, de projets communs et d'une complicité rare. Nous avons emménagé ensemble à Nice, une ville vibrante aux 1000 couleurs. Entre la promenade des Anglais, la vieille ville et les plages, notre amour s'épanouissait dans ce cadre idyllique. Thomas m'a demandé en mariage lors d'une promenade sur la plage au coucher du soleil. C'était parfait, comme dans un rêve. Notre mariage était somptueux, entouré de nos familles et amis. Nous avons dit nos vœux sur une terrasse surplombant la mer, promettant de nous soutenir dans les bons et les mauvais moments. Et pendant des années, nous l'avons fait. Nos carrières ont prospéré. Nous avons eu 2 enfants merveilleux, Emma et Maxime, et notre vie semblait comblée. Mais avec le temps, la routine a pris le dessus. Thomas est devenu de plus en plus absorbé par son travail, ses recherches et ses voyages d'affaires. De mon côté, entre les plaidoiries au tribunal, les consultations et la gestion de la maison, je me suis souvent sentie submergée. Nous étions devenus comme 2 colocataires, partageant un espace sans réellement partager nos vies. Les premières années étaient idylliques. Nos carrières prenaient leur envol. Thomas publiait des articles et donnait des conférences à travers le monde, tandis que moi, je me consacrais à ma pratique juridique et à mes clients. Nous étions une équipe se soutenant mutuellement dans nos ambitions. Mais petit à petit, la distance s'est installée. Thomas passait de plus en plus de temps à son bureau ou en déplacement. Ses absences devenaient de plus en plus fréquentes et longues. Moi, de mon côté, je jonglais entre le travail au cabinet, les plaidoiries de nuit et la gestion de la maison et des enfants. Nos conversations se faisaient rares, souvent limitées aux aspects logistiques de notre vie quotidienne. Les moments d'intimité se faisaient de plus en plus rares et une certaine froideur s'installait entre nous. Je me disais que c'était une phase, que cela passerait. Mais cette distance me pesait de plus en plus. Nos rares soirées ensemble étaient souvent empreintes d'un silence pesant, chacun plongé dans ses pensées, ses préoccupations. Je me rappelais avec nostalgie nos discussions enflammées, nos rires complices. Tout cela semblait appartenir à un passé lointain. J'ai essayé de raviver la flamme, de planifier des sorties, des vacances en famille, mais Thomas semblait toujours préoccupé, distant. Sa passion pour son travail prenait le pas sur tout le reste, et moi, je me perdais dans mes responsabilités de mère et d'avocate. C'est à cette période que j'ai rencontré Camille. Elle est arrivée au cabinet comme une bouffée d'air frais, toujours souriante, dynamique. Elle apportait une énergie positive dans notre équipe. Rapidement, nous sommes devenus amis. Elle était plus jeune, pleine de vie, et avait ce quelque chose qui faisait que tout le monde l'appréciait immédiatement. Nous avons commencé à passer du temps ensemble en dehors du travail. Elle m'aidait à me détendre, à penser à autre chose qu'à mes soucis quotidiens. Nos conversations étaient tout légères, joyeuses, et j'appréciais sa compagnie. Mais un détail m'a échappé, un détail crucial qui allait bouleverser ma vie. Camille et Thomas avaient commencé à se fréquenter. Leur liaison a débuté apparemment lors d'une soirée organisée par l'entreprise pour célébrer une de ses réussites professionnelles. Thomas, charmant et séducteur comme à son habitude, avait attiré l'attention de Camille. Ce qui n'était au départ qu'un flirt innocent s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus sérieux. Je n'avais rien remarqué, aveuglé par mes propres préoccupations. Je ne voyais pas les signes. Thomas rentrait de plus en plus tard, prétextant des réunions ou des urgences de dernière minute. Camille, quant à elle, devenait étrangement distante lors de nos conversations. Elle évitait de parler de ses soirées, changeait de sujet dès que je mentionnais
affirmait Thomas. Je mettais cela sur le compte de la fatigue, de nos emplois du temps chargés. C'est lors d'une soirée particulièrement difficile que la vérité m'a frappé de plein fouet. Thomas était encore une fois en déplacement pour une conférence à Lyon. Les enfants étaient couchés et je tentais de me détendre avec un verre de vin. C'est alors que mon téléphone a sonné. Un message de Camille, envoyé par erreur, révélait clairement leur liaison. Elle y mentionnait leur dernière escapade amoureuse et combien elle avait hâte de le revoir. Le choc a été brutal. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade. Je relisais le message encore et encore, espérant y voir une quelconque erreur, un malentendu. Mais la réalité était là, cruelle et inéluctable. Thomas, l'homme avec qui j'avais partagé tant d'années, me trahissait avec celle que je considérais comme une amie. La douleur de la trahison était insupportable. J'avais envie de hurler, de tout casser. Comment pouvait-il me faire ça? Pourquoi? Les questions tournaient en boucle dans ma tête sans trouver de réponse. Je me sentais piégée, suffoquée par l'angoisse et la rage. Le lendemain, j'ai confronté Thomas. Il est rentré fatigué et visiblement stressé par son voyage. Dès qu'il a franchi la porte, je lui ai montré le message. Son visage est devenu livide et il n'a pu que balbutier des excuses. Ses justifications n'ont fait qu'alimenter ma rage. Comment avait-il pu trahir notre famille de cette manière? Thomas tentait de se justifier, parlant de la routine, de la passion qui s'était éteinte entre nous. Mais rien de ce qu'il disait ne pouvait apaiser ma colère. Chaque mot qu'il prononçait semblait creuser un peu plus le fossé entre nous. Les jours qui ont suivi ont été un véritable cauchemar. Les enfants, trop jeunes pour comprendre, ressentaient néanmoins la tension palpable. Thomas a quitté la maison, s'installant chez un ami, et moi, je devais continuer à assurer tant au travail qu'à la maison. Mais à l'intérieur, je me sentais vide, trahi, dévastée. Mes collègues au cabinet ont vite remarqué mon état. Certains murmuraient, spéculaient. La nouvelle de notre séparation s'était rapidement répandue, et les regards de pitié ou de curiosité me mettaient mal à l'aise. J'ai évité Camille autant que possible. Ses tentatives d'explication et de réconciliation me répugnaient. Comment pouvait-elle oser? Chaque fois que je la voyais, c'était comme un coup de poignard supplémentaire. La voir continuer à travailler comme si de rien n'était, à sourire aux autres, me rendait folle de rage. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps pour me reconstruire. J'ai consulté un avocat et entamé les démarches pour le divorce. La procédure a été longue et pénible, mais elle m'a permis de tourner la page. J'ai décidé de me concentrer sur ma carrière et sur mes enfants. Emma et Maxime avaient besoin de stabilité, de repères, et je devais être forte pour eux. Les procédures de divorce ont été longues et éprouvantes. Chaque étape était un rappel douloureux de la trahison, de ce que nous avions perdu. Mais peu à peu, j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. J'ai réalisé que cette séparation était peut-être une opportunité de me retrouver, de redécouvrir qui j'étais en dehors de mon rôle de mère et d'épouse. Mon travail au cabinet est devenu ma bouée de sauvetage. J'ai redoublé d'efforts, pris en charge des projets de grande envergure, participé à des conférences. Chaque succès professionnel était une victoire contre la douleur et la trahison. J'ai également trouvé du réconfort auprès de mes collègues, de mes amis et de ma famille. Leur soutien indéfectible m'a permis de tenir bon. Avec le temps, la plaie a commencé à cicatriser. J'ai redécouvert des passions oubliées, repris des activités que j'avais délaissées, la lecture, le jardinage, les sorties avec mes enfants. Chaque moment de bonheur, aussi petit soit-il, était précieux. Thomas, de son côté, a poursuivi sa relation avec Camille. Je ne les voyais que rarement lors des échanges concernant les enfants. Leur présence ne me faisait plus mal. Je les voyais avec indifférence. Ils faisaient partie de mon passé, un chapitre clos de ma vie. J'ai même eu à faire face à leur apparition lors de certaines réunions parentales à l'école des enfants. Voir Camille prendre une place dans la vie de mes enfants était un coup dur, mais j'ai appris à composer avec cette nouvelle réalité. Aujourd'hui, je me sens plus forte, plus accomplie. Cette épreuve m'a appris à me connaître, à me redécouvrir.
réalisé que je pouvais être heureuse seule, que ma valeur ne dépendait pas d'un homme ou d'une relation. Mes enfants sont ma priorité, et chaque sourire sur leur visage est ma plus grande récompense. Je me suis aussi rapprochée de ma famille et de mes amis. Leur soutien a été inestimable durant cette période. Nous avons passé des vacances ensemble, des week-ends à explorer la région, des soirées à discuter et à rire. Ces moments ont été des baumes sur mon cœur blessé. Sur le plan professionnel, j'ai atteint des sommets que je n'aurais jamais imaginés. J'ai été invitée à donner des conférences, à participer à des recherches innovantes. Mon travail a été reconnu et apprécié, et cela m'a donné une immense satisfaction. J'ai même envisagé d'écrire un livre sur mes expériences, à la fois personnelles et professionnelles. Quant à l'amour, je n'étais pas pressée. J'ai pris le temps de me reconstruire, de redécouvrir ce qui me rendait heureuse. J'ai eu quelques rencontres, mais rien de sérieux. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie, à savourer les moments de solitude. Nice, avec son climat ensoleillé et sa douceur de vivre, a été le cadre parfait pour cette renaissance. Les promenades le long de la promenade des Anglais, les baignades dans la mer, les soirées animées dans la vieille ville, tout cela a contribué à mon bien-être. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un. Ce n'était pas prévu, pas recherché. Un collègue du cabinet, récemment transféré de Paris. Nous avons commencé par échanger sur nos passions communes. Le droit, bien sûr, mais aussi la littérature, la musique. Progressivement, une complicité s'est installée. Ce n'était pas la passion dévorante de ma jeunesse, mais quelque chose de plus doux, de plus mature. Nous avons pris notre temps, sans précipitation. Les enfants l'ont bien accueilli, et cela m'a rassurée. C'était important pour moi qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils acceptent cette nouvelle personne dans notre vie. Les choses ont évolué naturellement, sans heurts, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais sereine, en paix. Les dîners en famille ont repris leur place, avec des discussions joyeuses et des rires. J'avais retrouvé une certaine normalité, un équilibre. Les années ont passé, et je peux dire que j'ai retrouvé un équilibre. La douleur de la trahison s'est estompée, remplacée par une résilience et une confiance en moi renouvelée. Mon mariage avec Thomas fait partie du passé, une leçon douloureuse mais nécessaire qui m'a permis de grandir. Thomas et Camille sont toujours ensemble et je leur souhaite le meilleur, sans amertume. Ils font partie de mon passé, mais ne définissent plus mon présent ni mon avenir. J'ai appris à pardonner, non pas pour eux, mais pour moi, pour me libérer du poids de la rancune. Aujourd'hui, ma vie est remplie de projets et de perspectives. Je compte continuer à travailler avec passion, à m'impliquer dans des causes qui me tiennent à cœur. Mes enfants grandissent épanouis et heureux, et je suis fière de ce que nous sommes devenus malgré les épreuves. J'ai aussi trouvé le temps de m'engager dans des activités bénévoles, d'aider les autres à surmonter leurs propres difficultés. Cela m'a apporté un sentiment de satisfaction et d'accomplissement que je n'avais jamais ressenti auparavant. La vie n'est jamais simple, mais elle est pleine de surprises et de rebondissements. Chaque épreuve, chaque difficulté est une opportunité de se dépasser, de se réinventer. J'ai appris à voir les choses sous un jour nouveau, à apprécier chaque moment, chaque petite victoire. Et surtout, j'ai appris à m'aimer, à me respecter, à ne jamais accepter moins que ce que je mérite. Cette histoire d'infidélité, aussi douloureuse soit-elle, m'a finalement permis de me libérer, de reprendre ma vie en main. À Nice, sous le soleil méditerranéen, j'ai retrouvé ma paix intérieure. Et c'est avec une nouvelle détermination que je continue d'avancer, un jour à la fois, savourant chaque instant de cette nouvelle vie que j'ai construite de mes propres mains. Je m'appelle Sophie et j'ai 40 ans. Je suis architecte dans une firme renommée à Lyon. Une ville splendide, avec ses berges du Rhône ensoleillées et ses bâtiments historiques. Mon mari, Thomas, est un avocat respecté de 43 ans. Nous avons une belle maison et, de l'extérieur, notre vie semble parfaite. Cependant, comme souvent dans la vie, les apparences peuvent être trompeuses. Tout a commencé de manière innocente au travail.
Je collabore régulièrement avec divers collègues sur des projets complexes. C'est ainsi que j'ai rencontré Marc, un ingénieur de 37 ans, brillant et charismatique, avec un sourire désarmant. Nous avons rapidement trouvé un terrain d'entente, partageant des idées novatrices et discutant des défis techniques que nous devions surmonter. Nos échanges étaient purement professionnels, mais il y avait quelque chose de plus, une étincelle que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les déjeuners avec Marc sont devenus une habitude. Au début, c'était juste pour discuter de travail, échanger des idées et trouver des solutions. Nous nous retrouvions dans des petits restaurants autour de l'entreprise, dégustant des plats du jour, tout en discutant de nos projets. Petit à petit, nos conversations ont dévié vers des sujets plus personnels. Nous parlions de nos vies, de nos passions, de nos rêves. Marc avait une capacité à écouter qui me faisait me sentir entendue et comprise, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années avec Thomas. Un jour, après une réunion particulièrement stressante, Marc m'a proposé de prendre un verre après le travail pour décompresser. J'ai accepté, pensant que ce serait un moyen agréable de terminer la journée. Nous sommes allés dans un bar cosy avec une ambiance tamisée et une musique douce en fond. Les verres de vin se sont enchaînés et, avec eux, nos confidences sont devenues de plus en plus profondes. Je lui ai parlé de mes frustrations, de mes peurs, de mon mariage avec Thomas qui, bien que solide en apparence, manquait de cette étincelle que je trouvais avec Marc. À partir de ce moment, les échanges entre Marc et moi ont pris une tournure différente. Ils sont devenus plus personnels, plus intimes. Nous échangions des textos tard dans la nuit, parlant de tout et de rien, mais surtout de nous. Chaque vibration de mon téléphone faisait battre mon cœur plus vite. Je savais que ce que je faisais était mal, mais je ne pouvais m'empêcher de continuer. Il y avait quelque chose d'excitant, presque addictif, dans cette relation naissante. Les rendez-vous secrets ont commencé. Nous nous retrouvions dans des cafés discrets, loin des regards indiscrets. Chaque rencontre était un mélange d'excitation et de culpabilité. Je me sentais vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années, mais en même temps, je savais que je trahissais Thomas. Marc et moi passions des heures à parler, à rire, à nous découvrir. Il y avait une alchimie entre nous que je ne pouvais ignorer. Un après-midi, alors que Thomas était en déplacement pour une conférence, Marc et moi avons décidé de nous retrouver dans un petit hôtel en dehors de la ville. C'était un endroit charmant, avec des chambres décorées de manière rustique et une vue imprenable sur les collines environnantes. Nous avons passé l'après-midi ensemble, oubliant le monde extérieur, perdus dans notre bulle de passion. C'était magique et enivrant, mais aussi terriblement effrayant. Je savais que je franchissais une limite, mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Lorsque nous sommes entrés dans la chambre, l'atmosphère était déjà chargée de tension. La pièce était accueillante, avec des rideaux en velours bordeaux et une lumière douce qui créait une ambiance intime. Nous nous sommes assis sur le lit, nos cœurs battant à l'unisson. Marc a doucement pris ma main, la chaleur de son contact me faisant frissonner. Il m'a regardé dans les yeux, et à cet instant, toute hésitation s'est envolée. Nous avons commencé à nous embrasser, timidement au début, puis avec plus de passion. Ses lèvres étaient l'été douce, et chaque baiser faisait monter en moi une vague de désir. Il m'a doucement allongée sur le lit, et nous avons laissé nos mains explorer le corps de l'autre, découvrant des sensations nouvelles et excitantes. C'était comme si nous étions seuls au monde, enveloppés dans notre bulle de passion. Nos vêtements ont rapidement disparu, laissant place à la peau brûlante de désir. Les heures passaient sans que nous nous en rendions compte,
chaque moment passé ensemble étant une redécouverte de nous-mêmes et de notre sexualité. La passion que je ressentais avec Marc était d'une intensité que je n'avais jamais connue auparavant, une connexion à la fois physique et émotionnelle. Après ces moments de passion, nous nous sommes allongés côte à côte, épuisés mais heureux. Nous avons parlé de nos vies, de nos rêves, de nos peurs. Il y avait une vulnérabilité partagée qui renforçait encore notre lien. Marc me faisait sentir vivante, désirée, et cela me donnait une force que je ne soupçonnais pas. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque moment passé avec Marc était un moment volé, précieux, mais aussi teinté de culpabilité. J'essayais de maintenir les apparences à la maison, de faire comme si tout allait bien avec Thomas. Mais il n'était pas dupe. Il sentait que quelque chose avait changé, que je m'éloignais de lui. Nos conversations étaient devenues superficielles, nos moments d'intimité rares et forcés. Puis vint le jour où tout bascula. Thomas, méfiant et inquiet, avait décidé de me suivre. Ce jour-là, Marc et moi avions prévu de nous retrouver dans notre hôtel habituel. Nous étions dans la chambre, en train de rire et de profiter de notre moment, quand la porte s'ouvrit brusquement. Thomas se tenait là, le visage décomposé par la douleur et la colère. Mon cœur s'arrêta. C'était comme si le monde s'effondrait autour de moi. Il n'y eut pas de cris, pas de confrontation violente. Thomas se contenta de me regarder avec une tristesse infinie dans les yeux avant de tourner les talons et de partir. Je me sentais pétrifiée, incapable de bouger ou de parler. Marc, lui aussi, était sous le choc. Nous savions que notre histoire venait de prendre fin de la manière la plus brutale qui soit. De retour à la maison, Thomas et moi avons eu une conversation longue et douloureuse. Je lui ai avoué toute la vérité, de nos premiers messages à notre dernière rencontre. Il écoutait en silence, le visage fermé. Quand j'ai fini, il prit une profonde inspiration et me dit qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour se reconstruire. Il m'aimait, mais la trahison était trop grande pour être oubliée ou pardonnée rapidement. Thomas décida de quitter la maison pendant quelques semaines, le temps de faire le point. De mon côté, je me sentais vide et perdue. J'avais tout risqué pour une passion éphémère, et j'avais tout perdu. Les jours suivants furent un cauchemar. La maison, si pleine de souvenirs heureux, semblait maintenant froide et hostile. Je me sentais coupable et seule. Peu à peu, j'ai commencé à réaliser l'ampleur de ma trahison. J'avais blessé l'homme que j'aimais, détruit notre vie ensemble pour une aventure qui, bien que passionnante, n'avait aucune base solide. J'ai essayé de contacter Thomas, de lui expliquer, de lui demander pardon. Mais il avait besoin de temps, et je devais respecter cela. Les mois suivants furent un processus de reconstruction. Thomas et moi avons décidé de suivre une thérapie de couple pour essayer de comprendre ce qui nous avait amenés là. Ce fut un chemin long et difficile, rempli de larmes et de remises en question. Nous avons dû réapprendre à communiquer, à nous faire confiance. Aujourd'hui, Thomas et moi ne sommes plus ensemble. Nous avons décidé de nous séparer, mais de manière respectueuse et amicale. Nous avons compris que notre relation avait changé de manière irréversible. Thomas a refait sa vie, et moi, j'essaie de trouver un nouvel équilibre. Je garde de cette expérience des leçons douloureuses mais précieuses sur l'amour, la fidélité et les choix que l'on fait. Je me souviens des premières semaines, après la séparation, comme d'un brouillard dense. Chaque jour semblait interminable, chaque nuit remplie de rêves troublants et de réveils en sursaut. La maison, autrefois refuge chaleureux, était devenue une prison glacée. Chaque pièce rappelait des souvenirs heureux, maintenant teintés de tristesse.
J'avais du mal à manger, à dormir, à me concentrer au travail. Mes collègues remarquaient mon changement, mais je gardais pour moi les détails de ce qui s'était passé. Marc et moi avions aussi cessé tout contact. Bien que notre relation ait été intense, la réalité de ce que nous avions fait pesait lourdement sur nous deux. Il était également conscient de l'impact de nos actions sur Thomas et sur la destruction de mon mariage. Nous avions pris la décision mutuelle de nous éloigner l'un de l'autre pour tenter de retrouver un semblant